Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance consacrée à la génétique. Cette fois-ci, on rentre tout droit dans le programme de terminale et on va s'intéresser à la notion de brassage chromosomique à la méiose et à la fécondation. La semaine dernière, je vous ai parlé de Mendel qui travaillait dans les années 1860 à 1880 et qui ne connaissait pas les chromosomes ni l'ADN. Là, on arrive dans les années 1910 en Amérique. On connaît les chromosomes. Par contre, on ne sait pas que les gènes sont portés par les chromosomes. Mais on est sur le point de le démontrer. Celui qui va le démontrer, et dont l'histoire a retenu le nom, c'est Morgan, qui va bénéficier d'un prix Nobel dans les années 30 pour cette découverte. Même s'il ne travaillait pas seul. Et il travaillait en particulier avec des mouches, des petites mouches qu'on appelle drosophiles. La drosophile, ou petite mouche du vinaigre, est un excellent matériel pour les généticiens parce qu'elle se reproduit très rapidement. Alors Morgan s'intéresse à plusieurs types de caractères. Et il a remarqué en particulier que des variantes avaient des caractères différents de la souche naturelle qu'il appelait sauvage. La souche sauvage, c'est la souche qu'on trouve dans la nature, à l'état naturel. Par exemple, chez la drosophile, les ailes ont une longueur relativement grande qui leur permet le vol battu. Alors il n'y a qu'une seule paire d'ailes, c'est pour ça qu'on appelle ça des diptères. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des ailes longues. Mais il existe des mutants que Morgan n'hésitait pas à obtenir avec des rayons X. Et ces mutants ont des ailes de petite taille, réduites à l'état de vestige. On appelle ça des ailes vestigiales. Là. Avec ça, on ne peut pas voler, mais on peut toujours se reproduire. Morgan a du coup appelé le gène du nom de la mutation qui apparaît. Ces individus-là sont VG+. Plus, ça veut dire qu'ils ont le caractère sauvage. Alors que ces mouches-là ont le caractère VG. Morgan regarde en même temps la transmission, l'hérédité d'un deuxième caractère. Il s'intéressait par exemple à la couleur du corps. Il a remarqué que la couleur normale est une couleur claire. Alors que certains mutants ont un corps noir, que je colorie en blanc parce que je suis sur un tableau noir. Alors du coup, Morgan a donné le nom au gène petit b. Il ferme son crochet. Ici donc j'ai le caractère B+, pour couleur claire. Et je ferme le crochet. Morgan identifie des lignées pures pour commencer, c'est-à-dire des individus homozygotes. Ici, je peux donc noter leur génotype. Il les croise entre eux, c'est la lignée des parents, donc là je l'appelle parent 1, croisé avec le parent 2, et j'obtiens une première génération de filles notée F1. Alors comment sont les mouches là? C'est très simple, à 100%. Ces hybrides sont avec grandes ailes et couleur claire. Ça veut dire qu'à 100%, ces individus sont VG+, B+. C'est une population 100% homogène. En revanche, c'est une population 100% hybride. Ça veut dire hétérozygote. Leur génotype est obligatoirement VG+, VG, puisqu'ils reçoivent un VG+, du parent 1 et un VG du parent 2, forcément. Et B+, B. Et à ce stade, déjà, je peux faire un constat et une déduction. On constate en F1 que 100% des individus sont VG+, B+. Or, ils sont tous hétérozygotes. On en déduit que seul l'allèle VG+, et seul l'allèle B+, s'expriment. Ces allèles sont donc dominants. Alors que les allèles mutants, VG et B, sont récessifs. Bien. Morgan va plus loin. Il organise une génération fille numéro 2. Mais attention, cette fois, contrairement à ce qu'on a vu avec Mendel la semaine dernière, ma F2 n'est pas une F1 x F1. C'est un croisement test, ou test cross en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je croise les F1 qui sont là, les hybrides, avec un de leurs parents, en l'occurrence le parent qui présente les caractères de l'allèle récessif, VG et B. Ça s'appelle un test cross.
en anglais. Il obtient une génération F2 qu'on note, pour être au sens strict, F'2. F2 c'est F1 fois F1. F'2 c'est F1 fois P2. Et alors là, il obtient en F'2 4 phénotypes différents. Et c'est facile, si on raisonne de manière logique, on peut obtenir que ces 4-là, d'ailleurs. En l'occurrence, grandes ailes, corps clair. Petites ailes, vestigiales, corps noir. Grandes ailes, corps noir. Ah, ça c'est nouveau ça. Ça, on n'avait jamais vu ce phénotype chez les parents. Et petites ailes, corps clair. Ça aussi, on n'avait jamais vu. C'est pour ça qu'à ce stade, Morgan va dire, ça, c'est ce qu'on appelle des phénotypes parentaux. Des phénotypes qui sont les mêmes que ceux des parents. Ça, c'est le phénotype du parent 1, ça, c'est le phénotype du parent 2. Et ça, c'est des phénotypes recombinés. Ça veut dire que c'est des nouvelles combinaisons qu'on n'avait pas chez les parents. En quelque sorte, on a recombiné les caractères des parents pour faire de nouvelles associations. Mais ça, c'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est les proportions obtenues par Morgan. Ce qu'il a obtenu, c'est une forte disproportion entre ces combinaisons-là et celles-là. En l'occurrence, il obtient à peu près 80% de ces combinaisons parentales et seulement 20% de ces combinaisons. Rien qu'avec ça, Morgan est en mesure de dire les gènes sont donc portés par des chromosomes. Au programme de Terminal S, c'est pas comme ça qu'on formule les choses. Ce qu'on vous dit à ce stade, c'est une règle qui a été définie par Morgan justement. La règle, c'est que si j'ai beaucoup plus de phénotypes parentaux que de phénotypes recombinés, alors les gènes VG et B sont liés sur le même chromosome. On a donc deux gènes liés. Et comment expliquer alors l'apparition de phénotypes recombinés? Eh bien, grâce à l'existence de crossing over, un nom que Morgan a inventé, qui ont lieu lors de la première division de méiose. Mais comment on a pu obtenir ce résultat simplement en regardant ça? Pour ça, je dois tout effacer et dessiner la méiose des cellules de cet individu-là. En F1, cet individu, lorsqu'il fait la méiose, donne des gamètes dont les proportions sont exactement celles-là. Alors voilà, c'est parti. Les individus de F1, on va dire que ce sont des mâles qui fabriquent dans leurs testicules donc des spermatozoïdes, là, que j'ai représentés avec leurs petits flagelles. N'oubliez jamais que la méiose a toujours lieu à l'intérieur des gonades, des glandes sexuelles. Ici, vous avez une cellule germinale, c'est-à-dire une cellule qui va, par méiose, donner ses gamètes. Morgan a prévu que les gènes VG et B étaient portés par les mêmes chromosomes. Ce que ça implique, c'est donc que le gène VG, ici, est sur le même chromosome que le gène B, ici. Les F1 possèdent l'allèle plus, VG+, que je vais indiquer deux fois sur ces deux chromatides, et l'allèle B+, B+. Ce chromosome entier a été donné par le parent 1. C'est pour ça que les plus sont ensemble. Ici, le parent 2 a donné VG et B sur le même chromosome. Bien. Je fais une méiose, et donc je sépare les chromosomes homologues en première division de méiose. Puis, je casse les chromatides au niveau du centromère. Ce que j'obtiens, ici, ces quatre types de gamètes sont en fait identiques 2 à 2. Ici, j'ai VG+, B+, donc ça c'est une association que je peux indiquer déjà sur mon tableau de croisement. VG+, B+. Et ici, j'ai VGB, deux fois. Donc je note VGB. Les parents 2 sont des homozygotes récessifs. Ils ne peuvent donner comme gamète que l'association donc VGB. Et si je croise,
ces gamètes entre eux, là, si je les réunis, je vais donc obtenir des individus VG plus B+. Je vais le noter tout de suite d'ailleurs. Donc j'obtiens VG plus B plus et VGB dans des proportions 1,5, 1,5. Parce que j'ai une chance sur 2 d'avoir ce gamète-là, ou celui-là. Et là, je suis obligé de m'arrêter et de réaliser que non, ça ne marche pas. C'est pas ce que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais 80% de ça, mais 20% d'autres combinaisons, des combinaisons recombinées. Et Morgan, du coup, dit, ben en fait, les gènes sont liés sur des chromosomes. C'est pour ça qu'on obtient énormément de ces combinaisons-là. Mais cependant, les gènes peuvent sauter d'une chromatide à une autre chromatide homologue, c'est-à-dire de cette chromatide vers celle-là. Pour ça, il faut que les chromatides se croisent sans jambes. C'est ce qu'on appelle un crossing over. Comme j'ai déjà tout dessiné, je suis obligé de le représenter par une croix, comme ça, que je peux mettre ici. Cette croix doit être indiquée entre les deux gènes. Pas en haut, mais entre les deux gènes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chromatide avec VG+, va aller s'enjamber et aller récupérer le gène B qui est là. Et du coup, je n'ai plus B+, là, mais j'ai B. Et de même, de l'autre côté, cette chromatide-là avec VG va aller s'associer avec B+. Du coup, ici, j'ai B+. Et ça change tout, ça. Parce que là, cette fois, j'obtiens 4 gamètes génétiquement différents. Ce gamète-là, c'est VG plus B. Je peux le rajouter. Du coup, VG plus B. Et celui-là, c'est VGB+. Ces deux combinaisons-là apparaissent grâce à une méiose de ce type. Mais attention, le crossing over n'a pas lieu tout le temps. C'est un événement rare. Il a lieu, très exactement, dans 20% des cas. C'est pour ça qu'ici, on obtient 20% de ce type de combinaison. Et on ne parle plus en termes de probabilité, là. Du coup, j'enlève ça. Et je remplace ça par 80%. Et donc là, j'indique que je peux avoir des phénotypes recombinés. En l'occurrence, VG plus B et VG B+. J'ai donc expliqué le résultat de mon croisement test grâce à ce modèle proposé par Morgan et qui fonctionne, il marche ce modèle. Pour vous en terminale, ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique à la méiose. Le brassage intrachromosomique à la méiose est le fruit de l'enjambement de chromatides homologues en prophase 1 de méiose, ce qu'on appelle le crossing over, et il rend compte de l'existence de phénotypes recombinés dans le cas où ces phénotypes recombinés sont très inférieurs aux phénotypes parentaux. Et maintenant, vous l'avez compris, je dois corriger tout ce que j'ai fait. Mes écritures là ne sont pas correctes puisque ces gènes sont liés. Si je veux être puriste, je dois écrire ça comme ça, avec une seule barre, puisque je n'ai qu'un seul chromosome qui lie ces deux gènes, comme ça. Voilà. J'espère avoir été clair, sinon regardez cette vidéo plusieurs fois et ça finira par rentrer. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.